Bonjour. Un message pour les démocrates français. Préparez-vous à la prochaine présidentielle, ça urge. Comme c'est parti, Macron va simplement se faire réélire en 2022. On dira, bon, il n'est pas très populaire, mais il était déjà pas très populaire quand il s'est fait élire en 2017. Pour être réélu, il a juste besoin de se retrouver au deuxième tour. Si vous ne faites rien, si vous ne préparez rien, quand il sera au deuxième tour, ben, il va simplement traiter son adversaire de nazis ou de bolchevistes, et puis les Français ne voudront pas voter pour des extrémistes, et puis Macron va simplement gagner. Alors, bien sûr, il faut d'abord qu'il arrive au deuxième tour, mais pour ça, il n'a pas besoin d'être très populaire, il suffit qu'il se trouve dans les deux premiers candidats. Et pour ça, il suffit que les autres, les voix des gens qui l'aiment pas soient bien dispersées entre plusieurs candidats. Et ça va se passer assez naturellement parce que, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, vous avez maintenant l'axe gauche-droite qui a basculé en un axe haut-bas. Haut, c'est Macron, c'est En Marche, mais le pôle bas, au niveau populaire, c'est les Gilets jaunes, mais au niveau des partis, c'est pas encore défini. Ça signifie qu'il va y avoir pas mal de partis qui vont tenter leur chance et que ce sera assez éparpillé. Et, vous avez par exemple Alesino, il n'a pas eu beaucoup de voix aux élections présidentielles de 2017. Il peut en espérer en faire beaucoup plus en 2022, parce qu'il est assez bien posé en antagonisme par rapport au pôle Macron. Euh, mais s'il prend des voix, admettons qu'il fasse 10%, ben ces voix, il ne va pas les prendre à Macron. C'est pas les gens qui votent pour Macron qui vont voter pour Asselineau, il va les prendre aux autres partis qui sont contre Macron. Donc là, vous avez une dispersion assez naturelle. Et à cette dispersion naturelle, ben, il va y avoir une petite dispersion artificielle. En particulier, il va y avoir un parti des Gilets jaunes pour Macron. Alors évidemment, ça ne va pas s'appeler les Gilets jaunes pour Macron, ça s'appellera autrement, mais ce sera bien ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir un candidat à la présidentielle qui se présentait comme étant très du côté des Gilets jaunes. Euh, Au premier tour, il va batailler dur contre Macron. Il va critiquer Macron de sorte à ne pas prendre de voix à Macron, mais à prendre de voix aux autres adversaires de Macron. Et puis ensuite, au deuxième tour, quel que soit l'adversaire qui se trouve contre Macron, ben, il dira c'est des extrémistes, il faut voter pour Macron. Donc ça sera un parti qui sera mis juste pour disperser encore un peu plus les voix. Euh, L'idéal pour Macron, c'est évidemment que au deuxième tour, ça soit Macron contre le candidat des Gilets jaunes pour Macron. Ça serait l'idéal. Mais bon, ça, c'est assez improbable. Par contre, ce qui est très vraisemblable, c'est que cette dispersion des voix fait que Macron arrive au deuxième tour. Euh, je pense que ce sera aussi plus facile que d'habitude d'obtenir les 500 signatures d'élus nécessaires pour être candidat. Et là, on ne pourra même pas critiquer parce qu'au fond, il y a eu beaucoup de critiques sur ces 500 signatures et Macron va être grand et généreux. Ça va l'arranger qu'il y ait que ça disperse encore plus les adversaires à Macron. Ça, c'est pour le premier tour. Il arrivera donc au deuxième tour grâce à cette dispersion. Puis au deuxième tour, il va gagner parce que son adversaire sera nécessairement qualifié d'extrémiste. Ça, c'est ce qui va se passer si vous ne faites rien. Macron sera réélu. Alors que si vous faites quelque chose, si vous vous préparez bien, si vous jouez bien cette campagne présidentielle, vous pouvez non seulement éviter que Macron soit élu, mais vous pouvez même faire en sorte que la France devienne une démocratie. À ma connaissance, il n'y a jamais eu dans l'histoire de France de meilleur moment pour transformer la France en une démocratie. Alors je sais, il y en a qui vont sauter au plafond parmi les anti-gilets jaunes qui vont dire oui, mais comment peut-on dire que la France devrait devenir une démocratie? La France est déjà une démocratie. C'est vraiment absurde de dire que la France n'est pas une démocratie.
Ben non, c'est pas du tout absurde, puisque démocratie, ben, l'origine vient de démos, le peuple, kratos, le pouvoir, c'est le régime où le peuple a le pouvoir, et en France, où entre deux élections le peuple perd tout pouvoir, c'est bien clair qu'il ne s'agit pas d'une démocratie. Et là, on n'a pas besoin même de revenir jusqu'à l'Antiquité. Déjà, à la Révolution française, Sieyès disait très clairement que la France n'est pas une démocratie, c'est un régime représentatif qui l'opposait à une démocratie. Donc, la France n'est pas une démocratie et il n'y a jamais eu de meilleure occasion pour qu'elle devienne une démocratie. Donc, c'est vraiment une chance à saisir. On vous dira que l'élection n'est pas le chemin pour rendre la France démocratique parce que ben, les élus, ils vont pas vouloir. Et c'est vrai que en temps normal, cette voie-là n'est pas praticable. Mais nous ne sommes justement pas en temps normaux. C'est une période tout à fait unique dans l'histoire de France. Et c'est justement une période dans laquelle cette voie directe, si le chemin est praticable, eh bien alors le chemin, la voie royale, c'est vraiment ce chemin de l'élection présidentielle. Mais la plupart du temps, en temps normal, c'est un chemin qui n'est tout simplement pas praticable. Euh, et ce coup-ci, en 2022, à titre tout à fait exceptionnel, c'est possible d'introduire la démocratie par la voie de l'élection présidentielle. Internet est un outil avec une fenêtre d'opportunité maintenant, mais qui ne va pas durer indéfiniment. Et puis, les Gilets jaunes, cette situation tout à fait miraculeuse où il y a des gens de gauche et de droite qui sont réunis pour réclamer la démocratie, ça c'est lié essentiellement à ce basculement de l'axe gauche-droite. Et bien ça a lieu extrêmement rarement, disons, c'est quasiment unique. Et ça a lieu maintenant et c'est une occasion qui ne va pas se représenter, cette situation où le pôle bas existe au niveau populaire, mais pas encore au niveau des partis, ce qui permet au peuple d'imposer à ces partis, d'imposer la démocratie. Alors je ne veux pas dramatiser cette élection de 2022. C'est possible que si ça ne marche pas en 2022, ben, il y a encore une séance de rattrapage possible en 2027, mais les conditions seront plus difficiles. Donc ces fenêtres d'opportunité auront commencé à se refermer et, et c'est vraiment 2022 la meilleure date. Si jamais c'est pas possible, ni en 2022 ni en 2027, il restera encore d'autres chemins comme celui que j'appelle le chemin des bidons, où il y a des référendums d'initiative citoyenne bidons qui sont transformés en des RIC un peu moins bidons et toujours un peu moins bidons, qu'en aguillant les bidons les uns sur les autres, on finit par converger peut-être vers un véritable référendum d'initiative citoyenne. Il y a encore d'autres chemins, mais vraiment la voie royale, c'est euh, l'élection présidentielle de 2022. 2022, c'est dans 3 ans. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pressés et qui disent Macron démission. Ils veulent que Macron démissionne maintenant. Et ils n'ont pas du tout envie d'attendre 2022. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand vous gueulez Macron démission, eh bien, vous avez encore rien fait contre Macron. Lui, il est tranquille, il regarde sa police, son armée avec ses tanks, et puis l'armée de l'air, si c'est nécessaire. Et puis, ben, il regarde tout ça, et puis il est tranquille. Non, il est pas tranquille, il a le sourire aux oreilles. Parce que tant que vous fantasmez sur, sur la démission de Macron, vous vous occupez pas du seul truc qui le ferait vraiment flipper, à savoir éviter sa réélection en 2022. L'enjeu est vraiment énorme pour cette élection de 2022 entre d'une part avoir une réélection de Macron qui va pendant 5 ans supplémentaires faire tirer sur la foule, et d'autre part avoir simplement le RIC en 2022, la démocratie en France en 2022.
Et puis 2022, c'est pas si loin que ça. Pour s'y préparer, il faut aussi du temps. 3 ans, ça va, mais c'est vraiment pas trop. Et c'est pour ça que je disais au début de cette vidéo, ça urge. S'il faut s'y préparer, c'est bien joli, mais comment s'y préparer? Alors, durant ces 3 ans, il y a trois choses à faire. La première chose, c'est qu'il faut convaincre suffisamment de candidats à la présidentielle de s'engager à introduire un véritable référendum d'initiative citoyenne. Alors, vous êtes conscient de l'importance des modalités du RIC, hein. Vous connaissez l'enfumage du référendum d'initiative partagée. Vous savez qu'il faut que ce soit d'initiative citoyenne, donc c'est les citoyens qui décident s'il y a une votation ou pas. Ça doit être en toute matière si possible. Sinon, au moins, au minimum, il faut que ça permette à des citoyens de récolter des signatures pour proposer en votation populaire un projet de modification de la Constitution. Ça, c'est le cœur du RIC et ça, c'est absolument indispensable. Alors, si vous avez l'enthousiasme pour demander plus et même un RIC en toute matière, allez-y, demandez un RIC en toute matière. Mais si vous avez ce RIC constitutionnel, vous avez le cœur du RIC et vous avez l'essentiel. Et puis vous avez, une fois que vous auriez ce RIC constitutionnel, ça vous permettrait de proposer le RIC en toute matière. Et puis ensuite, si le peuple le veut, vous auriez le RIC en toute matière. Donc le cœur du RIC, c'est vraiment ce RIC constitutionnel. Mais j'insiste, c'est pas simplement de pouvoir demander une assemblée constitutionnelle, c'est pas ça. C'est que des citoyens puissent récolter des signatures pour soumettre en votation populaire un projet de modification de la Constitution. Puis ça, c'est l'idée que le peuple peut modifier la Constitution, et l'autre point, c'est que uniquement le peuple peut modifier la Constitution. Donc si les élus veulent modifier la Constitution, ils doivent soumettre leur projet obligatoirement en votation populaire. Donc ça, c'est le cœur du RIC dont vous avez absolument besoin. Et puis à part ça, il faut faire attention à ces modalités, il faut voir que le nombre de signatures soit pas trop élevé, parce que sinon c'est comme si ça n'existait pas. Il faut voir que le délai est fixé entre le moment où la récolte des signatures aboutit et le moment où il y a la votation populaire. Parce que sinon les élus diront « Ah ben oui, on a vu que la récolte des signatures a abouti et puis on organisera une fois la votation populaire, mais on fera ça à la Saint-Glinglin. » Et puis vous l'aurez jamais, votre votation populaire. Donc il faut vraiment faire attention. Là, vous avez une occasion unique d'obtenir le RIC, de faire de la France une démocratie. Il ne faut pas que vous fassiez avoir parce que vous avez oublié un détail. Donc il faut que le nombre de signatures soit pas trop élevé. Il faut aussi qu'il y ait un délai bien fixé sur après combien de temps après la récolte des signatures il y a la votation. Cette votation, elle doit être très clairement décisionnelle. C'est pas juste on consulte comme ça pour avoir l'avis de la population comme information. C'est pas une information, c'est pas juste pour discuter. C'est une décision populaire. Donc ça, c'est qui doit être ensuite mise en œuvre par les élus. Donc ça, c'est très important. Et toutes ces modalités, elles doivent être écrites dans la Constitution, cette Constitution dont on vient de dire tout à l'heure, qu'elle ne doit pas pouvoir être modifiée par les élus sans passer par le peuple. Donc sinon les élus vont simplement changer les modalités, les mettre beaucoup moins favorables sans que vous puissiez rien dire. Donc tout ça doit être inscrit dans la Constitution. Et donc une très grande importance sur ces modalités, et vous devez donc être très attentif à ce que ces candidats s'engagent à introduire un véritable référendum d'initiative citoyenne, et vous devez être très attentif aux modalités de ce référendum d'initiative citoyenne. Mais ça va encore plus loin, parce que
c'est très vite fait de dire oui, mais en fait, ce que je pensais, j'ai dit ça en toute matière, mais je pensais pas vraiment toute matière. Je pensais toute matière, mais je pensais pas vraiment qu'on pourrait changer la Constitution, par exemple, par un RIC, etc. Et si vous pouvez pas vous permettre d'avoir un vague comme ça, ce que vous devez demander à ces candidats, c'est de vous écrire le texte de la modification de la Constitution par lequel ils vont introduire le référendum d'initiative citoyenne. Et ce texte doit être très clair. Il doit avoir toutes les modalités que vous voulez, qui en font un véritable RIC, qui doit en tout cas avoir le cœur du RIC à l'intérieur, et il doit être rédigé. Et ensuite, chaque candidat s'engage sur son texte, et il s'engage sur son texte à la virgule près. Donc, c'est pas une histoire une fois qu'il est élu, de changer le texte. Il s'est engagé sur ce texte, et puis il doit mettre en œuvre ce texte. Il doit, en fond, soumettre, en tant que président, il a ce droit d'initiative présidentielle, il doit soumettre en votation populaire, très exactement, à la virgule près, le texte sur lequel il s'est engagé. Voilà, donc ça, c'est le premier point. C'est la première des trois choses que vous devez faire d'ici la prochaine présidentielle, si vous voulez avoir une démocratie en France plutôt que d'avoir Macron. C'est qu'il s'engage sur un véritable référendum d'initiative citoyenne exprimé de façon hyper précise. Et le deuxième point, vous devez faire en sorte qu'ils tiennent leur engagement. Parce que c'est une chose d'avoir un engagement, mais vous devez faire en sorte qu'ils tiennent leur engagement. Alors, le fait d'avoir demandé un engagement hyper précis, ça facilite, ça rend plus probable qu'ils tiennent leur engagement parce qu'on pourra voir exactement est-ce qu'ils l'ont tenu ou pas tenu. Il ne peut pas recommencer à enfumer les gens en disant oui, oui, bah, j'ai grosso modo fait ce que j'ai dit. Là, c'était à la virgule près, donc c'est très clair si c'est respecté ou pas. Mais ça suffit pas. Il faut aussi qu'ils vous donnent un délai, qu'ils disent dans le premier mois, par exemple, dans le premier mois, moins d'un mois après que je sois élu, j'aurais soumis en votation populaire le changement de la Constitution française qui introduit le référendum d'initiative citoyenne. Alors si c'est un mois ou 2 mois, il faudrait étudier un peu plus en détail pour voir quels sont les délais nécessaires pour faire cette votation. Mais ça n'a pas de raison de prendre tellement de temps. Il me semble 1 mois, ça devrait être suffisant. Il y aura encore 1 mois de débat. Il y aurait déjà eu beaucoup de débats avant, lors de la campagne présidentielle. 1 mois supplémentaire, ça devrait à mon avis suffire. Donc vous avez besoin qu'il s'engage sur un délai précis et court. Et le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il donne à cette promesse un statut tout à fait particulier. Parce que vous voyez des présidents qui tiennent pas leurs promesses, ben c'est le standard, ça, c'est comme c'est d'habitude. Vous pouvez pas dire maintenant le peuple est en insurrection parce que le président ne tient pas sa promesse. Si le peuple était en insurrection chaque fois qu'un président ne tenait pas une promesse, eh ben, il serait constamment en insurrection. Donc juste le fait qu'une promesse ne soit pas tenue, ça ne justifie pas une insurrection populaire. Donc vous devez donner à cette promesse-là un statut tout à fait particulier. Et pour ça, il faut que le candidat s'exprime, enfin s'engage de façon particulièrement solennelle sur ce RIC, sur ce texte à la virgule près, d'une façon particulièrement solennelle, mais même au-delà de ça, il faut même qu'il aille plus loin et qu'il dise très clairement si je ne soumets pas ce texte à la virgule près dans le délai que je vous ai promis, disons 1 mois par exemple, après mon élection,
eh bien, une insurrection populaire est justifiée. Il faut qu'ils le disent clairement. Je dirais même plus loin, une insurrection populaire est justifiée et c'est le devoir sacré de la police et de l'armée de rejoindre les insurgés. Donc il faut qu'ils s'expriment d'une façon hyper claire. Alors, il ne faut pas vous faire d'illusions, même s'il dit c'est le devoir sacré de la police et de l'armée de rejoindre les insurgés. Eh bien, s'il ne tient pas sa promesse, la police et l'armée ne vont pas rejoindre les insurgés. Donc, il ne faut pas vous faire d'illusions sur ce point. Mais ça le met dans une position faible, parce que ensuite sur Internet, et pour l'instant Internet est encore libre, sur Internet, cette promesse-là, cet engagement qu'il aura dit, ça va tourner en boucle. Et ça va le mettre dans une position faible. Et même si la police et l'armée ne rejoignent pas les insurgés, peut-être qu'ils éviteront de viser les yeux des manifestants pacifiques. Et déjà ça, c'est déjà quelque chose de gagné. Donc ça, c'est le deuxième point. Vous devez faire en sorte que cette promesse ait un statut tout à fait particulier et que cet engagement soit absolument solennel et que le candidat se mette dans une position de faiblesse extrême au cas où il ne tiendrait pas sa promesse dans les délais promis. Et puis, il y a encore un troisième point, parce que là, c'est bon. Le premier point, c'était de promettre le RIC. Le deuxième, c'est de veiller à ce que cette promesse soit tenue. Mais tout ça ne vaut que si votre candidat, eh bien, il est élu à la présidence. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Macron va très certainement se retrouver au deuxième tour, puisque les voix anti-Macron vont être dispersées. Avec un peu de chance, ce ne sera pas Macron et les gilets jaunes pour Macron, ça va être Macron et puis un anti-Macron. Et là, vous voulez que l'anti-Macron, ce soit un anti-Macron pour le référendum d'initiative citoyenne, qui s'est engagé justement à introduire le référendum d'initiative citoyenne. Et puis vous voulez que tous les autres candidats qui ne sont pas passés au deuxième tour, mais qui étaient pour le référendum d'initiative citoyenne, qui se sont engagés pour le référendum d'initiative citoyenne, vous voulez qu'eux soutiennent contre Macron le candidat qui est pour le référendum d'initiative citoyenne. Et j'ai bien dit soutiennent, pas juste disent on va s'abstenir ou quelque chose. Non, il s'agit de s'engager au cas où on ne se retrouve pas au deuxième tour, à soutenir celui qui défend le référendum d'initiative citoyenne. Il soutient par avance tout candidat favorable au RIC qui se trouverait au deuxième tour face à un candidat qui ne soutient pas le RIC. Ça, c'est le troisième point, et vous voyez que ça ne va pas être facile, parce que imaginez qu'au deuxième tour, c'est Mélenchon, donc ça veut dire que vous devez avoir Le Pen qui soutient explicitement, qui dit « je vais voter pour Mélenchon et j'appelle à voter pour Mélenchon ». Et si c'est Le Pen qui se retrouve au deuxième tour contre Macron, ça suppose que Mélenchon dise « je vais voter pour Le Pen et j'appelle à voter pour Le Pen ». Vous voyez que c'est pas tout à fait simple à faire. Et puis il n'y a pas que Mélenchon et Le Pen, il y a Alessino, il y en a d'autres. La présidentielle n'est pas encore maintenant, on ne connaît pas encore tous les candidats qu'il y aura. Vous allez avoir toute une palette, comme je dis, ça va être très diversifié dans le pôle anti-Macron. Et vous avez besoin que le maximum de ces candidats s'engagent à introduire le référendum d'initiative citoyenne, se mettent dans une position très faible pour le cas où ils ne tiendraient pas leur engagement, et puis s'engagent, au cas où ils n'arrivent pas au deuxième tour, à reporter leur voix, à voter et à appeler à voter pour le candidat du deuxième tour qui défend le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça, ces trois choses, en 3 ans, il y a le temps, mais il n'y a pas trop de temps, et c'est pour ça que ça urge. Encore une dernière précision, ces différents candidats, ils ne sont pas forcément tous très chauds pour le référendum d'initiative citoyenne. Finalement, Mélenchon, à ma connaissance, Mélenchon ou Le Pen ou Alessino, en tout cas avant les Gilets jaunes, ils n'avaient pas
proposer un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, et même pas le cœur, même pas sur un référendum d'initiative citoyenne qui permettrait à des citoyens de proposer une modification, de proposer en votation populaire une modification de la Constitution. Donc ça veut dire que ces gens-là sont pas très chauds pour le référendum d'initiative citoyenne, un véritable référendum d'initiative citoyenne et pour la démocratie. Mais vous pouvez, premièrement, les utiliser les uns contre les autres parce qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, vous pouvez utiliser cette concurrence pour les faire faire quelque chose pour lequel ils ne sont pas forcément très chauds. Et puis, peut-être que les gens changent aussi d'avis. Enfin, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu beaucoup de réflexions, et peut-être que sans même devoir être trop forcés, ils seraient prêts à s'engager sur un véritable référendum d'initiative citoyenne. Mais vous devez quand même être prêt à l'éventualité qu'en réalité, ils sont toujours pas très convaincus et qu'il faut un peu les pousser, donc les jouer les uns contre les autres. Et puis si ça suffit pas, vous avez le joker. Et le joker, c'est de présenter un candidat RIC, un candidat pour le référendum d'initiative citoyenne, qui s'engage à introduire le référendum d'initiative citoyenne et ensuite à démissionner. Donc il prend un seul engagement, introduire un véritable référendum d'initiative citoyenne. Il a lui aussi son texte de modification de la Constitution. Il s'engage à le soumettre sans changer une virgule, dans un délai défini, disons 1 mois, et pour lui, il vaudrait mieux que le délai soit le plus court possible, parce que c'est la seule chose qu'il va faire durant sa présidence, et ensuite il démissionne. Alors un candidat comme ça, c'est vraiment un candidat RIC. Il n'a aucune chance par rapport à d'autres candidats si les autres candidats défendent le RIC, mais aussi autre chose avec, parce que les citoyens vont se dire, ben voilà, j'en ai un qui défend que le RIC, et puis là, il y a celui-là qui défend le RIC, plus d'autres choses que j'aime bien, ben, je vais plutôt voter pour lui. Donc, dans ces conditions-là, juste le candidat RIC, il a aucune chance face à ceux-là, mais dans ces conditions-là, le candidat RIC n'est pas vraiment nécessaire, puisque si les autres candidats se sont déjà engagés à introduire un véritable référendum d'initiative citoyenne et s'ils sont engagés d'une façon crédible, eh bien, il n'y a pas besoin du joker. Le joker, il est là pour s'ils ont un peu de peine à s'y engager. Donc avec un peu de chance, ils ont eux-mêmes été convaincus par le RIC et ils veulent d'eux-mêmes s'y engager. Mais ça, c'est le meilleur des mondes. Ce qui est un peu plus vraisemblable, c'est qu'ils sont pas très chauds, mais que vous arrivez quand même à les y forcer en les jouant les uns contre les autres, en disant si toi tu n'introduis pas le RIC, eh bien personne ne va voter. Enfin, tous les démocrates ne voteront pas pour toi, mais par contre pour l'autre qui s'est engagé pour le RIC. Bon. Ou bien si vous êtes plusieurs là à ne pas vous engager pour le RIC, et qu'il y en a un qui s'engage pour le RIC, alors lui, il va avoir tous les votes des démocrates. Donc les jouer les uns contre les autres. Et puis si ça ne joue pas, ben, il y a le joker en disant ben, nous on met dans le jeu un candidat qui est un candidat RIC qui s'engage que sur une seule chose, le RIC, et ensuite il démissionne. Et là, ça devrait suffire en principe à convaincre les autres candidats de s'engager sur le RIC. Et à ce moment, une fois qu'ils se sont vraiment définitivement et crédiblement engagés sur le RIC, le joker peut même se retirer, il a déjà joué son rôle. Donc voilà, vous voyez qu'il y a du pain sur la planche pour la prochaine présidentielle, que c'est vraiment pas trop tôt, que au contraire ça urge. Et vous voyez que l'enjeu est énorme. D'un côté, avoir Macron qui fait tirer sur la foule pendant 5 ans supplémentaires, et de l'autre côté, avoir en 2022 un véritable référendum d'initiative citoyenne, faire de la France une démocratie. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile. Si vous estimez que j'ai raté un contour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à la prochaine.